Bonjour, alors je suis en train de faire en ce moment la mise à jour de ma formation pétrole et or, ou en tout cas de commencer à travailler sur cette mise à jour. J'espère la finir pour la fin du mois de mai et c'est l'occasion pour moi de vous parler dans cette vidéo de majors pétrolières, des ratios de valorisation qu'on peut avoir et de vous donner un exemple avec la compagnie SNOC qui est la major pétrolière chinoise, enfin une des majors pétrolières chinoises qui est cotée sur la bourse de Hong Kong et de Singapour. Donc on va voir un petit peu où on en est et en parler par la même occasion d'autres sociétés du secteur, d'autres majors du secteur. Alors cette société chinoise, elle opère principalement, enfin en majorité en Chine, mais elle exploite aussi des gisements à l'étranger, soit en tant qu'opérateur, soit en tant que partenaire d'autres sociétés sur tous les continents, que ce soit l'Afrique, l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Asie, etc. Elle a des réserves pétrolières qui sont en ce moment de 6,2 milliards de barils et une production qui correspond à peu près sensiblement à 10 ans de réserve. Vous voyez le ratio, on produit 623 millions chaque année et on a 6,2 milliards de réserves. Alors si on compare avec une société comme Total par exemple, donc Total elle a en ce moment 10,2 milliards de barils de réserve, elle produit en barils par jour ceci, donc là aussi c'est à peu près 10 ans de réserve quand on fait la conversion. La différence c'est quand même que Total a des réserves qui décroissent, notamment entre 2021 et 2022, sans doute avec l'éviction des gisements russes, alors que SNOC, elle, au contraire, a des réserves qui augmentent chaque année sensiblement. On gagne 5-7% chaque année, malgré la production. Ça veut dire qu'elle arrive très bien à remplacer les réserves consommées, à découvrir de nouveaux gisements. Donc voilà pour cette présentation. Si on regarde maintenant en termes de valorisation, vous voyez que Total Energy, avec la capitalisation actuelle à 211 milliards, on a un ratio capitalisation par baril de réserve aux alentours de 20 dollars par baril, alors que pardon, je voulais dire un ratio valeur d'entreprise sur baril de réserve aux alentours de 20 dollars par baril. Là, en prenant la valeur d'entreprise, en fait, j'intègre l'endettement de la société. Alors que pour SNOC, ce ratio est un petit peu inférieur à 12 dollars. Bon, j'ai vérifié les nombres d'actions, la capitalisation. La capitalisation actuelle est plutôt à 600 milliards en fait. Et on a une valeur d'entreprise aux alentours de 70 milliards pour SNOC. Donc on a quand même une valorisation sensiblement en dessous. Bon, dans le monde des juniors pétrolières, des small mid caps, je connais des valeurs où les ratios sont en dessous de 3, même de 2. Il y en a même qui sont aux alentours de 1 dollar par baril de P en terre, avec un risque géopolitique un petit peu plus élevé évidemment, mais qui sont tout à fait intéressantes. Mais pour une major, on va dire que c'est un relativement bon chiffre. Si je prends une autre major hors Europe pour diversifier, pour voir ce qui se passe dans les pays émergents, on a Petrobras qui a une valeur d'entreprise à 124 milliards. Là, j'ai bien vérifié le nombre d'actions dans le rapport annuel. Il ne faut pas se contenter des screeners, surtout avec ce genre de société. Petrobras a des actions ordinaires, des actions de préférence, des ADR cotés aux États-Unis, donc c'est assez complexe. Et il faut vraiment faire un travail de vérification dans le rapport annuel de la société. Donc vous voyez que Petrobras, elle a à peu près 10 milliards de barils de réserve, cette valeur d'entreprise et un ratio à peu près du même ordre que SNOC à 12 dollars par baril de réserve. Si on prend les ratios financiers pour SNOC maintenant, alors elle a versé un dividende, alors là le screener indique 19% de rendement, en réalité c'est 12% parce qu'elle a versé 1,45 dollars de Hong Kong au titre de l'exercice 2022 et qu'on est en ce moment à 12,5 dollars de Hong Kong. Donc on est à un rendement entre 11 et 12%, ce qui est quand même tout à fait confortable. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une société qui a un PER pour 2022, on était à 3,9, on est à 4,7 maintenant. Donc elle distribue qu'une petite partie ou une part modérée de son résultat en dividende et elle garde vraiment largement de quoi investir dans de nouveaux gisements, dans le développement de nouvelles ressources, etc.
Elle ne vit pas du tout en sur-régime par rapport à la distribution de ses dividendes. Et cette société SNOC, ce qui est bien aussi, c'est qu'elle n'a aucun endettement net, contrairement à la plupart des majors européennes, que ce soit Total, Eni, BP, etc., qui sont quand même significativement plus endettés. Là, au contraire, vous voyez que la valeur d'entreprise est inférieure à la capitalisation. Et ça veut dire que la société a plus de trésorerie que de dette financière. Et ça se confirme, elle a pas mal de ressources au niveau du ratio courant. Là aussi, on a un net excès d'actifs courants par rapport aux passifs courants. Et ça, c'est aussi un signe de solidité financière. Donc, cette société SNOC, elle a quand même des avantages certains à faire valoir par rapport à d'autres majors comme Total. Et à mon avis, une très bonne capacité de maintenir de grosses distributions de dividendes sur les années à venir. C'est encore plus vrai pour Petrobras au niveau du dividende. Alors là, il y a une erreur de screener, mais le rendement qui a été versé sur 2022, si j'ai bien calculé, il avoisine les 30%. Et cette société Petrobras prévoit dans les années qui viennent des distributions de dividendes, donc on regarde leur présentation et leur rapport, de 65-70 milliards sur 5 ans, donc 15 milliards par an. Vu qu'on capitalise 70 milliards, vous voyez qu'on est potentiellement sur des rendements qui seraient supérieurs à 20% sur les 5 ans à venir. Donc on a des ratios de valorisation sur certaines majors pétrolières aujourd'hui qui sont vraiment anormalement bas, alors qu'il n'y a a priori pas de catastrophe à venir sur ce secteur, loin de là. Alors ça m'amène à une seconde réflexion. On pourrait me dire, bon, c'est vrai, les valeurs pétrolières ne sont pas chères du tout, mais le souci c'est que maintenant les fonds ne s'intéresseront plus aux valeurs pétrolières à cause des lois ESG qui passent, à cause de toutes des normes climat, donc elles vont rester comme ça bradées, elles vont rester délaissées par le marché ad vitam aeternam, et on va rien gagner dessus, alors que si on va sur le secteur hydrogène, on pourra gagner beaucoup parce que les fonds, les flux d'investissement vont arriver massivement dessus et faire monter les cours. Si vous faites une simulation, vous allez vous rendre compte que c'est pas vrai, à cause notamment des dividendes, pas seulement, on a à la fois les dividendes et la hausse des capitaux propres qui va jouer pour faire monter en valeur votre investissement, même si les ratios de valorisation restent tout le temps bas. Si je regarde une pétrolière délaissée qui a un PER de 4, un rendement sur dividende à 10%, et une croissance de son résultat de 10% par an, c'est pas du tout optimiste, il suffirait que le prix du baril augmente de 4 ou 5% par an, avec le levier qu'on a entre résultat et prix du baril sur les pétrolières, on aurait ces 10%. Et plus il y aura de lois ESG anti-pétrole, anti-investissement pétrolier, plus le prix du baril aura tendance à monter parce qu'il y aura des restrictions sur la découverte de nouveaux gisements qui vont restreindre l'offre encore plus, et ça sera inflationniste. Je prends en hypothèse pour la valeur glamour hydrogène de l'autre côté, un PER de 50, c'est des choses qu'on trouve, un ratio capitalisation sur capitaux propres très élevé, et une croissance du résultat à 15% par an. Avec ces hypothèses, vous voyez que la pétrolière sur 8 ans, elle va multiplier par 2,7 ses capitaux propres, la valeur hydrogène, elle va les multiplier par 1,7. Si vous raisonnez à PER constant, malgré la croissance plus rapide du bénéfice de la valeur hydrogène, au bout de 8 ans, vous aurez ce résultat-là multiplié par 3, alors que sur la pétrolière, vous aurez multiplié par 4,6. En prenant un capitaux propres constant, si vous prenez un ratio capitalisation sur capitaux propres constant maintenant, l'écart est encore plus grand entre les deux. Avec la pétrolière, on fait x 4,4, alors qu'avec la valeur hydrogène, on fait x 1,8 en gardant ces mêmes ratios. Ça, c'est vraiment dans le pire des cas. Après, n'oubliez pas qu'il y a ces choses-là à prendre en compte. Pour la valeur pétrolière, vos prix de vente, ils vont dépendre de la demande mondiale. Ils ont besoin d'aucune subvention, d'aucune aide étatique. Il suffit que la demande mondiale soit importante et qu'il y ait un petit déséquilibre entre offre et demande pour avoir de super prix. Plus l'inflation est élevée, plus les résultats flambent. Et
à tout moment, quand on a des ratios de valorisation aussi bas, vous pouvez bénéficier d'un changement de point de vue du marché. Peut-être qu'à un moment, la thématique ESG va passer de mode, que les investisseurs en auront marre et reviendront sur les valeurs pétrolières. À ce moment-là, vous aurez en bonus en plus un re-rating de la valeur qui pourra encore augmenter votre plus-value. Mais la simulation que je fais là n'en tient pas compte, on n'en a aucun besoin. Pour la valeur hydrogène, le problème, vos prix de vente, votre résultat dépend des subventions gouvernementales. Donc si vos gouvernements, à un moment, ont des finances tendues, par exemple à cause de la hausse des taux d'intérêt et qui doivent restreindre leurs dépenses, vous risquez de subir ça. C'est déjà arrivé sur les valeurs solaires dans le début des années 2010. L'inflation élevée peut être pénalisante parce que vous aurez des coûts de fabrication plus élevés sur les éoliennes, sur les panneaux solaires, sur les installations, etc. Et à tout moment, c'est la même chose, mais dans le sens inverse que les valeurs pétrolières, vous pouvez subir un changement de mode. Là, on est déjà au maximum de ce qu'on peut faire en termes de ratio de valorisation. Si la mode énergie renouvelable diminue un peu, vous pouvez avoir des ratios de valorisation plus bas et à ce moment-là perdre une part significative de vos investissements. Donc pour moi, je pense que si on se place en ce moment à 5-7 ans, c'est vraiment, on a des opportunités actuellement intéressantes sur les majors pétrolières, notamment les majors pétrolières des pays émergents. Après, vous pourrez aussi soulever la question du risque géopolitique. Alors pour SNOC, la major chinoise, il est clair que ce risque est présent parce qu'on peut avoir à un moment une dégradation forte des relations entre Chine et Occident, par exemple en cas de conflit entre Chine et Taïwan. Alors il y a une protection au moins partielle contre ce risque si on investit via les places de Hong Kong et Singapour, où on a un accès quand même, a priori c'est beaucoup moins dangereux qu'investir via des ADR cotés aux États-Unis. Et puis, il faut se dire que je vois mal, honnêtement, un scénario à la russe se produire vis-à-vis de la Chine, c'est-à-dire qu'un Occident qui déciderait de se couper totalement, de sanctionner massivement toute production chinoise, parce que l'Occident est aujourd'hui beaucoup trop dépendant de tous les composants, de tous les produits manufacturés chinois. Le commerce entre Chine et États-Unis, entre Chine et Europe, n'a aucune comparaison possible par rapport à ce qui était avec la Russie. On pouvait se passer de la Russie puisque le seul sujet d'inquiétude c'était les productions de pétrole et de gaz de la Russie qui risquaient de manquer, mais finalement on se rend compte qu'elles ont sans problème trouvé de nouveaux chemins d'accès dans l'offre mondiale, elles ont trouvé de nouveaux clients sans problème, de nouveaux débouchés, du coup ça perturbe pas tant que ça le jeu de l'offre et de la demande mondiale en hydrocarbures. Par contre, si vous supprimez tous les composants chinois, tous les produits que fabrique la Chine qui n'arriveraient plus en Occident, on aurait une explosion de l'inflation par rapport à quoi ce qu'on observe en ce moment, ça serait vraiment de la rigolade. On aurait de l'inflation à 20% par an ou plus. Donc ça me paraît peu probable que des gouvernants décident de s'engager dans un conflit total avec la Chine. Bon, on verra, c'est pas impossible, le risque n'est pas exclu, mais je vous dis quand même ce que j'en pense. Après, n'oubliez pas que sur les majors pétrolières occidentales, le risque géopolitique n'est pas nul du tout. On peut avoir des gouvernements qui sont élus, qui sont très défavorables au pétrole, qui se mettent à taxer à fond toute l'industrie pétrolière sous prétexte qu'elle réalise des bénéfices entre guillemets anormaux, ou bien qu'elle contrevient aux objectifs climatiques de X ou Y, ou je ne sais quel encore délire woke qui pourrait arriver. C'est des choses qui sont dans le domaine du possible dans les 10 ans à venir en Occident en cas d'élection défavorable. Donc il y a un risque qui ne peut pas être écarté non plus de ce côté-là. Un petit mot pour finir, pour ceux qui souhaiteraient démarrer en bourse, j'ai remis à jour ma formation pour débutants conquérir la bourse. Donc vous trouverez une formation complètement actualisée, vous aurez le lien en dessous de cette vidéo avec un petit dossier de valeurs intemporelles sur lesquels vous pourrez investir notamment en dollar cost average avec une somme fixe chaque trimestre sur du très long terme, sur des thématiques différentes. Il y a du private equity, il y a des foncières, il y a des valeurs industrielles, il y a des pays émergents. Donc vous avez comme ça 6 ou 7 valeurs sur lesquelles vous
pourrez vous baser pour démarrer un projet d'investissement à long terme en bourse.